Le président de l'Assemblée nationale et secrétaire général de la majorité présidentielle poursuit les consultations. Ce jeudi 21 février, Aubin Minakou a reçu les membres de la société civile dans sa diversité. Et cet après-midi, il a échangé avec l'ambassadeur de l'Union africaine, Emmanuel Menoumé. Cette rencontre intervient avant son départ pour Addis Abeba. Suivez. Considérant la représentation nationale, le président de l'Assemblée nationale, secrétaire général de la majorité présidentielle, Aubin Minakou, a communiqué la vision du chef de l'État aux membres de la société civile avec une représentation diversifiée qui ont effectué le déplacement du Palais du Peuple dans la commune de Lingouala pour échanger. Ces membres de la société civile ont promis de revenir le lundi avec leur cahier des charges pour contribuer au dialogue national. Nous avons dit qu'il faudrait qu'il y ait un équilibre des participants entre société civile, représentants de l'État et des partis politiques pour que la réflexion se fasse dans l'intérêt de la population qui ne doit pas être servie de fonds de commerce ni de chair à canon. Le 24 février 2013, les personnalités africaines et du monde devront donc se rendre à Addis Abeba où devra être signé l'accord cadre sur la République démocratique du Congo. Avant de se rendre à Addis Abeba, l'ambassadeur de l'Union africaine a conféré avec le président de la Chambre basse du Parlement congolais au Palais du Peuple sur les retours de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'accord reste encore au niveau des chefs d'État. Si notre rencontre avait eu lieu à mon retour d'Addis Abeba, je pourrais peut-être le commenter, mais maintenant, pour le moment, le texte de l'accord est au niveau des chefs d'État. Et je dois vous avouer que je n'ai pas encore eu connaissance des termes du dit accord. Les autorités congolaises multiplient les actions diplomatiques pour le retour de la paix dans l'Est. Et sur le plan intérieur, les consultations entamées favorisent la consolidation de la vision du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour le maintien de l'unité et la cohésion nationale. Après donc l'évaluation du portefeuille de la Banque mondiale en République démocratique du Congo à la fin du mois de janvier 2012, il s'est tenu une réunion sur les suivis du portefeuille des agences financées par l'Association internationale de développement IDEA. Cette réunion a été présidée par le vice-ministre des Finances en présence du directeur des opérations de la Banque mondiale. Objectif, améliorer la performance du portefeuille IDEA. Avec ses 17 projets, la Banque mondiale a un début d'année fiscale correct avec un taux de décaissement évalué à 15,8% sur un objectif de 30% prévu à la fin du mois de juin de cette année. Malgré ces constats positifs, une lenteur s'est fait quand même ressentir dans le rythme de décaissement. On doit continuer de travailler parce que les besoins du pays sont énormes. Il faut décaisser davantage, mais il ne faut pas décaisser pour décaisser, il faut décaisser pour des résultats. Et nous avons insisté pour qu'il y ait des résultats qui soient palpables. Nous sommes dans des secteurs qui sont vitaux pour l'économie, dans le chemin de fer, dans l'eau, dans l'agriculture, dans les routes. Et là, il y a des progrès qui sont faits, mais il faut continuer de pousser. Le gouvernement congolais pour ce quinquennat s'est fixé comme objectif d'alléger les social de la population. Et pour atteindre l'objectif assigné, plusieurs recommandations ont été faites aux différentes agences chargées d'exécution afin de respecter les échéances. Notre objectif, c'est d'atteindre les taux d'exécution le plus élevés. Il y a des efforts qui doivent être faits en matière de passation des marchés et en matière de dépenses inéligibles qui souvent sont à charge de l'État. Et pourtant, il y a des responsabilités qui doivent être subies au niveau de la gestion des projets. Pour l'année fiscale 2012, les efforts déployés ont permis d'atteindre un taux d'exécution estimé à 27%, résultat qui du reste a fait que la RDC soit citée parmi les pays d'Afrique subsaharienne qui ont enregistré un taux de décaissement le plus élevé. On parle présentement de la matinée d'échange à l'intention des sénateurs, députés, juristes et experts des différents domaines. Celle-ci a pour objectif de faire le point sur plusieurs réformes amorcées par le gouvernement en vue d'assainir le climat des affaires en République démocratique du Congo. C'est dans cette optique que les réformes difficiles, courageuses et salutaires ont été menées dans le sens de rendre plus attractif le climat des affaires et attirer beaucoup plus d'investisseurs au pays. C'est en prélude de la prochaine publication du rapport Business 2014 de la Banque mondiale que cette matinée d'échange et de sensibilisation a été organisée. Dans cette optique, le comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires et des investissements vise à accompagner le gouvernement dans son processus d'assainissement du secteur, un des axes majeurs du développement de la RDC. Le premier palier, c'était que l'information sur les différentes réformes que le gouvernement est en train d'engager passe et soit connue, et par la suite que ces réformes soient enrichies aussi des idées des autres. Et donc là, je pense que c'est un exercice extrêmement édifiant
Et bon, c'est très bien, ça va nous aider à améliorer le climat des affaires. Une occasion aussi de passer en revue quelques réformes clés que la République démocratique du Congo a déjà opérées dans son processus de l'amélioration des investissements. De faire l'état des lieux sur toutes les réformes menées dans le climat des affaires, dans le cadre du climat des affaires, et d'informer et de sensibiliser les personnes qui sont généralement consultées lors des enquêtes du Doing Business pour qu'ils soient au courant des réformes entreprises et qui sont en mesure de répondre convenablement aux enquêteurs du Doing Business. D'ici peu, un budget va être alloué auprès de l'organe technique de l'État qu'est le CPCAI afin de mieux vulgariser toutes les réformes et réalisations entreprises par la RDC pour le bien-être de la population et des investisseurs. Et puis la situation financière des postes diplomatiques de la RDC à l'étranger laisse à désirer. Stock important d'arriérés, des loyers ainsi que des salaires, mais également le manque des ressources humaines adéquates. Situation qui pousse le gouvernement à y réfléchir. D'où cette décision, la fermeture entre autres des 18 missions diplomatiques. Les sujets étaient au menu d'une réunion ce jeudi présidée par le vice-premier ministre et ministre du budget. Suivez. La diplomatie congolaise, c'est aujourd'hui 64 missions et postes consulaires contre 40 dans les années avant 1980. Cela coûte énormément au gouvernement, une réalité que les autorités elles-mêmes viennent de révéler. C'en est de trop, pense le gouvernement qui y réfléchit depuis peu, tenant compte des difficultés que le pays rencontre dans ce secteur à travers le monde. Au moment où la République démocratique du Congo est en train de retrouver ses lettres de noblesse, il est important que son image puisse reluire à travers le monde. Pour cela, nous devons apporter des solutions aux problèmes qui, jusque-là, ont plombé la diplomatie congolaise. Mais en attendant, la première étape est de faire une évaluation du coût global que ce rapatriement va prendre quand on sait que les chiffres sont impressionnants. Près de 515 familles de diplomates à rapatrier, 214 nouveaux diplomates à affecter, ainsi que 36 nouveaux ambassadeurs et 3 consuls généraux à nommer. Le coût, il est important. Et il est clair qu'il ne sera pas possible que ce coût soit rencontré sur un seul exercice budgétaire. Les dispositions pratiques ont été prises. Une commission des experts de 3 ministères a été constituée. Elle est censée remettre son travail dans les 15 jours. Et à ce moment-là, les options seront levées pour commencer ce travail d'assainissement. Seules les missions diplomatiques importantes, notamment aux pays membres permanents du Conseil des Nations Unies, seront privilégiées. Issues pouvant permettre au pays d'arriver à une diplomatie efficace et imposante, réfléchissent les membres du gouvernement de la République. 21 février, on l'annonçait à l'ouverture de cette édition. C'est la journée internationale de la langue maternelle. Les thèmes retenus pour cette édition est les technologies de l'information et de la communication pour la sauvegarde et la promotion des langues et de la diversité linguistique. Elle constitue en effet une opportunité de mobilisation efficace en faveur de la diversité linguistique. Falansa English ni biko abu katuna mwakufika kujamba mene chiji moyo wetu unvoa anyi chichitu mwakama chiji sentiment yetu mene. La langue, véhicule incontesté des valeurs culturelles de toute société humaine, reste et restera un instrument de communication par excellence et chaque personne dans son enfance peut manier une ou plusieurs langues selon l'environnement dans lequel il évolue. La langue maternelle étant la langue ou les langues qu'on apprend de sa mère, quelques élèves interrogés ce matin à Kinshasa Gombe semblent avoir intériorisé cette notion. La langue maternelle, c'est quoi pour toi? C'est la langue parlée à la maison. Et la tienne, c'est laquelle? Les Turcs. Merhaba, benim adım Kadir. Cette journée est une opportunité pour plusieurs de se rappeler leur origine, car la langue maternelle a marqué son importance depuis la nuit de temps et continue à jouer son rôle de véhicule de nos traditions et cultures. La langue maternelle est vraiment importante. Sur le plan socio-linguistique, il est reconnu que chacun réfléchit, parle, appréhende le monde par rapport à sa propre langue maternelle. Donc c'est vraiment le principal véhicule de culture, de civilisation, même de vision du monde. Pour que la langue maternelle soit préservée, revalorisée, même promue, il y a des choses que nous devons observer. Entre autres, valoriser l'enseignement des langues nationales. Je pense qu'à moins que notre programme ait changé, mais le programme congolais prévoit déjà l'enseignement des langues maternelles au niveau primaire. C'est aux décideurs politiques d'y mettre un peu un accent particulier et aux enseignants aussi d'y veiller
parce que c'est toute une culture que nous sommes en train de véhiculer à travers nos langues. Toute personne a le droit d'utiliser sa langue maternelle pleinement et librement dans toutes les différentes circonstances de la vie et dans le domaine socio-linguistique, la langue maternelle qui renfermait dans le temps toutes ses valeurs ancestrales se voit de nos jours dépouiller son rôle. Et puis la GECAMIN est sur la bonne voie du redressement. Tenez, rien que pour 2012, la première année de son plan stratégique quinquennal, ce géant congolais du secteur minier a vu sa production passer du simple au double. L'objectif étant de produire plus de 1000 tonnes de cuivre à l'horizon 2015. Ce bilan encourageant a été présenté en marge de la conférence d'Idaba Mining en Afrique du Sud. On vous avait présenté notre ambition, l'ambition de refaire de la GECAMIN une entreprise de taille mondiale. Oui, il y a une année, la GECAMIN, Générale des Carrières et de Mines, devenue depuis société commerciale, présentée à l'occasion de son traditionnel petit déjeuner en marge de la conférence Indaba Mining, son plan stratégique quinquennal éclaté en 6 axes. 12 mois tout juste après, le bilan est à tout le moins encourageant. Une production en nette progression, pour le cuivre notamment, la réalisation a dépassé la prévision. 35,15 000 tonnes ont été produits, soit plus de 100%, alors que l'objectif était de 35 000 tonnes. Voici comment a évolué la production de GECAMIN depuis 5 ans. En 2008, la production était établie à 23 000 tonnes. Elle a décliné sensiblement en 2009 et elle a commencé à remonter un peu pour s'établir à 17 000 tonnes en 2011. Et après 2011, elle a adopté une courbe ascendante. On est donc à 35 000 tonnes en 2012, ce qui est conforme au plan stratégique et à l'allure qui a été projetée. Des résultats encourageants mais atteints avec moult difficultés, l'insuffisance électrique, le manque des engins miniers de transport et l'impraticabilité du chemin de fer, des véritables goulots d'étranglement auxquels la GECAMIN compte faire face pour augmenter sa production. Les grandes dépenses d'investissement se présentent de la manière suivante. Pour le programme d'exploration, 51 millions. Pour la découverture, 45 millions. Pour la construction d'une nouvelle usine à acide, 45 millions. Pour la réhabilitation de la voie ferrée, 11 millions. 50 000 tonnes de cuivre, 1160 de cobalt et 13 000 tonnes de zinc sont prévues pour 2013. Des signes de redressement tangibles avait reconnu le chef de l'État Joseph Kabila lors du forum sur les ressources minières tenu à Lubumbashi. Cela mérite d'être soutenu, avait-il par ailleurs affirmé. En culture, nous parlons du Trophée Maïcha, deuxième édition pour clôturer le festival Maïcha du Katanga qui dirige le coordonnateur Roli Mateso. Le comité d'organisation a primé 3 personnalités sur base des critères éminemment fouillés. Ngoï Kassanji, Paul Igwabi et Patrick Mukonki ont reçu chacun des prix pour des actions réalisées dans les domaines spécifiques. Après un prix attribué l'année passée à Télé 50 pour le prix de la meilleure chaîne de télé en République démocratique du Congo, les prix de la deuxième édition du Trophée Maïcha ont été décernés à 3 personnalités, aussi bien de la sphère politique qu'économique. Il s'agit du gouverneur du Kasaï oriental, Ngoï Kassanji, pour le meilleur gouverneur en raison de sa contribution personnelle aux efforts de construction et de réhabilitation des routes, aussi suite à son combat dans la lutte anti-érosive dans sa province, des actions qui cadrent dans la ligne droite de la vision du chef de l'État. Patrick Mukonki, opérateur économique de son État et directeur général de l'entreprise EMM, a lui raflé le prix de la révolution de la modernité suite aux différentes actions réalisées. À son actif, plus de 400 travailleurs engagés, la construction d'une école moderne, école du cinquantenaire, et des actions dans la lutte anti-érosive. Et enfin, Paul Ingabi Komerwa, directeur adjoint de la société Sodimico, a reçu le prix du meilleur gestionnaire. La raison est simple, Paul Ingwabi est parvenu à relever la société qui faisait déjà sa descente aux enfers et à assurer également le social de ses travailleurs. Et on se quitte avec la mission de réconciliation que l'artiste Weranson a initiée avec la frange des combattants de l'Europe. Par ailleurs, le batteur Papi Kakol, qui faisait partie de la délégation, fait le point sur l'agression dont il a été victime en Europe. Suivez. Le mardi 28 janvier 2012, l'artiste musicien Yamamakanda Diwerason, en compagnie d'une frange de ses musiciens, s'envole pour l'Europe avec comme mission de convaincre les prétendus combattants à revenir à la raison, à laquelle mission jugée salutaire pour les uns, mais suicidaire pour les autres. Arrivé en Europe, la délégation est loin de s'imaginer les pires qui l'attendent. Faisant partie de la délégation, le batteur et chef d'orchestre de Wenge Maison Mère, Papi Kakol,
était la cible numéro 1 des prétendus combattants postés à la gare de l'Est à Paris. Le problème est qu'il y a la diaspora intellectuelle, la diaspora makulu na makambango. Jusqu'à Mikondo Fabrice. Bon, finger chef de l'État.